ce titre était un peu général. Moi, je vais surtout parler de ceux dont mes objets d'actualité, ça veut dire les actes suicidaires en médecine générale. Et je vais expliquer un petit peu les enjeux, et puis la souffrance au travail. Avec l'idée, en fait, l'idée du séminaire, c'était de voir aussi si des collaborations sont possibles au sein de la notre future équipe commune. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je vais mettre Laurent Rigal pour qu'il descende. Typiquement, il va... Très bien, merci. Donc, en fait, pourquoi c'est très général? Parce que, alors, s'il y a des choses qui vous semblent, vous connaissez, vous me le dites, enfin, voilà, je passe plus vite, mais la santé mentale, c'est aussi bien les aspects positifs, c'est-à-dire le bien-être psychologique, hein, si on prend la définition de l'OMS, ou le mal-être psychologique sans qu'il soit caractérisé dans des troubles, ou, et moi, voilà, je vous ai dit, je suis psychiatre, c'est plus les troubles caractérisés, dans les troubles psychiatriques, on différencie les troubles mentaux dits fréquents, ceux qui, dans les enquêtes en population générale, sont les plus fréquents, notamment les troubles de l'humeur, notamment la dépression, les troubles anxieux, les troubles des addictions, et c'est ceux-là qui sont surtout traités en médecine générale, et c'est surtout ceux-là dont je vais parler. Sinon, il y a les troubles mentaux plus rares, notamment le trouble schizophrénique, trouble bipolaire, qui sont plutôt traités par le système spécialisé, éventuellement en articulation avec la médecine générale, puisqu'il y a des grands enjeux sur la santé physique des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères. Donc, je vais surtout, mes travaux se basent sur une collaboration avec le réseau Sentinelle depuis 2009, donc depuis 10 ans. Et donc, je vous parle un peu de ce que c'est que le réseau Sentinelle. Donc, le réseau Sentinelle, il existe depuis 1984. C'est un réseau constitué par 1500 médecins généralistes, donc 2% à peu près des médecins généralistes en France métropolitaine, soit qui ont une activité libérale ou mixte. Et parmi ce groupe de médecins généralistes, certains participent à ce qu'on appelle la veille sanitaire, à savoir qu'ils veillent, c'est grâce à eux qu'on a toutes les données sur, vous le savez peut-être mieux que moi d'ailleurs, certains, sur les virus de la grippe et donc les cinétiques chaque année. Parmi les indicateurs qui veillent, il y a un indicateur qui est présent depuis 1984, c'est les actes suicidaires. C'est-à-dire que pour toutes les personnes dans leur patientèle qui ont fait soit une tentative de suicide, soit qui se sont suicidées, ils renseignent qu'est-ce qui se passait qui est cette personne, de façon anonyme hein, bien sûr, quelle était la prise en charge, et donc c'est à partir de ces éléments que je vais vous donner quelques indications, quelques renseignements. Ce réseau n'est pas le seul, il en existe deux autres. Il en existe notamment en Belgique, un peu le même principe, un petit peu moins de médecins généralistes, qui collectent toutes les semaines, mais également les différents indicateurs, dont l'indicateur des actes suicidaires, la même définition de l'OMS, et puis pareil aux Pays-Bas, depuis 1979. Et donc, par contre, en Belgique, c'est plutôt par phase, ils ne le font pas de façon continue. Et donc, j'ai un peu listé les publications qui sont régulières à partir de ces réseaux, aussi bien donc le réseau français, le réseau belge et le réseau néerlandais, où finalement ça va être plus que les incidences, les prévalences des actes suicidaires, mais ça va être plus finalement des éléments sur la prise en charge, la prévention, enfin essayer d'approcher un peu ces enjeux des actes suicidaires en médecine générale. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire sur ces actes suicidaires donc que les idées suicidaires sont fréquentes, parce que quand on parle des actes suicidaires, c'est donc suicidant, c'est quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, suicidé qui est mort par suicide, et puis suicidaire qui a des idées suicidaires. Donc les idées suicidaires sont assez fréquentes en médecine générale, ça peut aller, voilà, j'ai mis un petit peu les chiffres. Les tentatives de suicide sont plus rares, ça correspond à peu près à 1 à 6 tentatives de suicide par an auprès des patientèles des médecins généralistes. Et puis, les suicides, ça correspond à peu près à 1 tous les 4 à 7 ans. Donc, heureusement, des événements assez rares, mais très marquants. Évidemment, pour les médecins généralistes, qui des fois sont les seules personnes qui ont vu la personne avant de se suicider. De façon globale, l'OMS a posé la médecine générale comme centrale pour la prévention du suicide à toutes les étapes.
Donc avant les actes suicidaires, après les actes suicidaires pour éviter des récidives, pour éviter qu'il y ait un suicide ou qu'il y ait toute une morbidité, une nouvelle tentative de suicide. Et il y a une donnée très très solide épidémiologique, c'est que aussi bien les suicidés que les suicidants ont vu un professionnel de santé. Ils ne sont pas en général exclus en dehors du système de soins. Et donc 40 à 50% ont consulté un médecin généraliste dans le mois précédent le suicide. Il y a même des données assez importantes d'Angleterre avec un grand nombre de patients où finalement 63% de consultants l'année, et puis avec un risque de suicide qui augmente avec le nombre de consultations auprès du médecin généraliste, surtout 2-3 mois avant le suicide. Et je montrerai à quel point c'est difficile. Enfin, il y a une difficulté pour ces consultations avant le suicide. Et puis les suicidants également, 40 à 70 ont consulté en mois précédent. Et après les tentatives de suicide, la place de la médecine générale est importante puisque si on prend un peu les personnes qui ont fait des tentatives de suicide dans un hôpital, enfin une étude dans un hôpital général, on se rendait compte que 25 à 50% avaient consulté leur médecin généraliste après le geste. Quasiment personne, enfin très peu étaient allés voir les psychiatres à qui les médecins, l'hôpital les avait adressés. Et maintenant, il y a des données peut-être un peu plus qui nuancent cette place de la médecine générale, où finalement 69% des suicidants étaient sans aucun soin à un mois, n'avaient vu ni médecin généraliste, ni psychiatre. Et donc le problème suite à une tentative de suicide, qui fait que maintenant on envisage un peu plus les choses comme essayer de rester en veille à partir de l'hôpital, après les tentatives de suicide. Mais ça, c'est un autre sujet. Je parle de la médecine générale et cette place, donc, avant, dans la prévention et après les actes suicidaires. Voilà, donc avec aussi un enjeu important dans les collaborations des médecins généralistes avec les systèmes spécialisés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que finalement avec ces données du Sentinelle, qu'est-ce qu'on a pu un peu approcher? Dans les facteurs de risque, il y a un continuum. La crise suicidaire est décrite avec un continuum. Des personnes vont avoir des idées suicidaires, vont éventuellement faire une tentative de suicide et vont faire un suicide. Avec l'analyse plutôt des facteurs de risque, c'est-à-dire on considère que les facteurs de risque d'idées suicidaires sont assez communs à ceux de tentatives de suicide et à ceux de suicide. Assez communs parce qu'il y a des chevauchements, mais ce n'est pas complètement superposable non plus. Et on sait que le principal facteur de risque de tentative de suicide, c'est d'avoir fait une tentative de suicide. 10% des personnes qui ont fait une tentative de suicide vont mourir par suicide, quand on prend des cohortes avec un suivi de 5 à 37 ans, et le risque de mourir par suicide est 30 à 40 fois plus important que celui en population générale. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire que, enfin, ce n'est pas un facteur si solide que cela. Et il y a eu une étude en Espagne qui a regardé sur une région toutes les personnes qui venaient pour tentative de suicide dans l'hôpital de la région et toutes les personnes mortes par suicide dans la même région. Et puis sur le réseau Sentinelle, comme on a cette possibilité de comparer les tentatives de suicide et les suicides avec les mêmes médecins généralistes, avec une même unité de temps, on a fait également cette comparaison. Et c'est là où on peut dire qu'il y a une certaine relativité de ce facteur de risque de tentative de suicide, parce que finalement, aussi bien les Espagnols que nous, on trouve que 60%, à peu près 60% des personnes qui meurent par suicide n'avaient pas fait de tentative de suicide avant. Donc ça, c'est un point important parce qu'on disait que c'est le facteur principal. Il n'empêche que ça ne peut pas être un facteur pour dire cette personne-là qui est en médecine générale, il a déjà fait une tentative de suicide. Oui, il a risque de suicide, mais cette personne qui n'a jamais fait de tentative de suicide aussi est à risque de suicide. Peut-être à risque de suicide, et vous trouvez donc d'autres facteurs pour essayer de comprendre qui est à risque de suicide. Donc, globalement, je fais un petit résumé sur les populations distinctes. C'est des profils assez établis, que les personnes qui suicident, ce sont plus les hommes, ils sont plus âgés, ils vivent plus seuls. C'est souvent des personnes qui ont des idées suicidaires avec des moyens dits dangereux, notamment par pendaison, qui sont déprimés, c'est un des facteurs, mais évidemment toutes les personnes déprimées ne vont pas se suicider, qui sont soumis à des événements de vie, qui ont une prise d'alcool et avec une participation des maladies somatiques. Les personnes qui sont suicidants,
puis je vous ai dit encore le chevauchement, c'est plus des femmes, un peu plus jeunes, souvent entourées, qui ont des moyens suicidaires, médicaments, phlébotomie, et qui vont présenter notamment d'autres types de troubles, notamment troubles de l'adaptation, de la personnalité, ou avec des actes impulsifs. Voilà schématiquement les facteurs de risque d'une ou d'une autre population. Alors l'enjeu de la médecine générale et les difficultés. Les difficultés, c'est que ces personnes qui viennent consulter en médecine générale, en général, viennent évidemment pas pour le motif des idées suicidaires. C'est souvent un autre motif, donc maladie somatique, maladie psychologique, renouvellement d'ordonnance, et il y a une assez faible expression des idées suicidaires. Par exemple, quand j'ai dit l'étude qu'on a faite sur toutes les personnes qui remontaient par le réseau Sentinelle, 27% des personnes qui se sont suicidées ont exprimé des idées suicidaires à la dernière consultation avec le médecin généraliste. Et 15% des personnes qui ont fait une tentative de suicide en avaient parlé. Donc cette notion, ils viennent un mois avant, oui, mais ils ne parlent pas forcément des idées suicidaires. Avec la question, est-ce qu'ils ne l'ont pas exprimé, mais est-ce que ces idées suicidaires ont été explorées par le médecin généraliste? Et probablement, il y a les deux. Là maintenant, on est en train avec les données du réseau Sentinelle, d'essayer de détailler mieux cela, parce que en demandant aux médecins généralistes, est-ce que les personnes, alors vous voyez, il y a les tentatives de suicide en début, puis les suicides, ça c'est de 2013 à aujourd'hui, puisque c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu changé les questions. Donc on leur pose la question, est-ce que les idées suicidaires ont été exprimées spontanément lors des dernières consultations? Donc 84% disent non, pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide. Et dans 55% des cas, elles n'ont pas aussi été explorées lors des dernières consultations. Donc il y a aussi une insuffisance d'exploration en médecine générale. Pareil pour les suicides, 82% n'ont pas exprimé spontanément les idées suicidaires, et dans 60% des cas, elles n'ont pas été explorées par le médecin généraliste, donc à la dernière consultation. Ça, c'est des données qui existent avec d'autres équipes, qui ont montré par exemple que lorsque les personnes débutent un traitement, Pierre Verger a travaillé auprès d'un panel de médecins généralistes dans le sud-ouest, et 22% des patients rapportaient des idées suicidaires, mais par contre, pour 48% de ces patients, les médecins généralistes ne leur avaient pas demandé s'ils avaient des idées suicidaires. Donc il y a des éléments d'insuffisante exploration par les médecins généralistes. Et il y a aussi des difficultés à repérer, je vous ai dit les deux populations, tentative de suicide, il y a des difficultés à repérer les personnes qui vont suicider. Et quand on a comparé donc ces populations avec les données que l'on avait, on se rend compte que les médecins généralistes n'avaient pas de prise en charge, entre guillemets, plus active avec les personnes, n'étaient pas forcément plus inquiets. Ça, c'est ce qui a aussi des fois été montré dans d'autres, pas chez nous, mais dans d'autres populations, notamment en Angleterre. Et en tout cas, pour les personnes qui se sont suicidées, ils n'avaient pas plus identifié de difficultés psychologiques, il n'y avait pas plus de collaboration avec des psychiatres, ils ne savaient pas essayer de les adresser. Au contraire, il y avait même un peu moins de soutien psychologique aux médecins, aux patients qui se sont suicidés par rapport aux personnes qui ont fait une tentative de suicide. Ça veut dire que ces personnes qui se suicident sont assez silencieux, pas bruyants en médecine générale, d'où la grande difficulté. Encore une fois, moi je suis psychiatre, mais j'imagine bien, si je devais faire des consultations de médecine générale, je serais confrontée à la même difficulté d'arriver à repérer les personnes à risque et donc qui risquent de se suicider. Et avec aussi une alerte qui nous avait été faite auprès des jeunes adultes, où quand on avait regardé la population des suicidants, les jeunes adultes, si on comparait 18-39 ans, en regardant un peu les classifications du Lancet sur les jeunes adultes, et plus de 40 ans, considérant en étant au-delà des jeunes adultes, là, les jeunes adultes avaient une prise en charge moins active aussi. On identifiait moins les dépressions, alors que c'est à cet âge que les dépressions augmentent, se déclenchent. Moins de soutien psychologique, moins de psychotropes, moins d'antidépresseurs, moins d'adressage à un spécialiste, avec une tendance un petit peu à finalement à trouver d'autres, à appréhender la souffrance chez les jeunes adultes par d'autres lectures que la dépression, alors que probablement elle est présente. Et donc aussi peut-être
ne pas pouvoir être assez efficace dans la prévention des tentatives de suicide dans cette population. Je passe après les tentatives de suicide, l'enjeu de l'articulation de l'hôpital et de la médecine générale. Alors, en fait, nos données, actuellement, on demandait, et ça va s'arrêter à la fin de cette année, au réseau Sentinelle, parce qu'il y a une question finalement qui n'était pas du tout, on ne sait absolument pas, quand il y a une tentative de suicide, finalement, dans quel pourcentage les médecins généralistes interviennent au moment de la tentative de suicide ou pas. On sait que l'hôpital est central, mais finalement, pour combien de leurs patients les médecins généralistes interviennent? Ça, c'est une donnée qui n'était pas du tout renseignée. Donc, on a demandé aux médecins généralistes de Sentinelle, est-ce qu'ils ont pris en charge le patient au moment de la tentative de suicide, ou est-ce qu'ils l'ont appris par l'hôpital ou autrement? Donc finalement, on arrive à peu près à avoir une prévalence de prise en charge de 29,6% des patients qui font une tentative de suicide en médecine générale, qui sont pris en charge par les médecins généralistes. Parmi ceux-là, ils en laissent 27% à la maison, c'est-à-dire ils ne les envoient pas aux urgences pour différentes raisons selon leur évaluation, soit réticence des patients, soit le médecin juge qu'il n'y a pas besoin de l'adresser aux urgences, et donc dans 72% des cas, il les adresse aux urgences. Sinon les autres, donc en grande majorité, les patients, même qui sont pris en charge par le médecin généraliste, le médecin généraliste n'est pas contacté au moment de la tentative de suicide, et donc c'est surtout géré par SAMU, pompiers, qui adressent aux urgences. Et les médecins généralistes ont estimé sur tout ce groupe de patients qu'à peu près 20%, ils apprennent qu'ils ont fait une tentative de suicide et ça n'a pas du tout été médicalisé. Ils l'apprennent, finalement, ils ne sont pas allés aux urgences, ils n'ont dit à personne, sauf à leur médecin généraliste, au bout d'un certain temps, qu'ils ont fait une tentative de suicide. Et donc, il n'y a pas eu de prise en charge. Tous ces éléments de prévalence sont intéressants parce que c'est des données qu'on n'a vraiment pas. Donc majoritairement, les patients sont pris en charge par l'hôpital, donc évalués à l'hôpital, il y a différentes recommandations, et souvent, donc en général, ils sortent, et là aussi le réseau Sentinelle montre ce que d'autres ont montré, l'importance de la médecine générale après les tentatives de suicide, puisque finalement, un petit peu plus quand ils ont pris en charge, mais aussi quand ils n'ont pas pris en charge, pour plus de la moitié des suicidants, ils seront revus par leur médecin généraliste après la tentative de suicide. Donc avec ce rôle sur la prévention d'un nouvel acte suicidaire. Alors, on a cherché s'il y a des facteurs associés et à la prise en charge, il n'y en a pas vraiment. Pour la prise en charge post-tentative de suicide, le seul facteur associé, c'était quand il y avait une prise en charge au moment de l'acte suicidaire, mais il y avait plus de prise en charge après les actes suicidaires. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que je ne vais pas trop lentement? Est-ce que ça va? Non. N'hésitez pas aussi, je ne sais pas si ça se fait de couper, enfin de poser des questions s'il faut, ça se fait peut-être pas, je ne sais pas. En général, on pose des questions. À la fin, ok, donc je continue. Donc, il y a les questions moi, que je me pose, notamment autour de cette veille des actes suicidaires par le réseau Sentinelle, c'est de l'intérêt de ces données, puisque c'est complémentaire avec d'autres données, mais en même temps, de voir comment, les questions que je vous pose aussi, comment aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut en faire, en sachant qu'il faut que ce soit des questions assez courtes, pour que les médecins puissent les renseigner, mais comme vous avez vu, on a exploré à un certain moment quelque chose, après on peut explorer autre chose, donc il peut y avoir des cycles, et pendant 3 ans, explorer une issue des actes suicidaires en médecine générale. Là, on veut essayer de prolonger un petit peu sur jusqu'à quel point il y a exploration, jusqu'à quel point il y a expression des idées suicidaires, pour essayer d'approcher un petit peu plus quand l'idée suicidaire est arrivée et puis finalement a été réalisée. On veut essayer d'approcher un peu les facteurs travail. Je vais beaucoup insister pourquoi ces éléments, les idées suicidaires en lien avec une souffrance au travail. Et puis après, voilà, peut-être la discussion pourrait apporter d'autres idées. Donc je passe à mon autre sujet sur santé mentale, médecine générale, c'est sur la souffrance psychique en lien avec le travail, par l'intermédiaire d'une étude ponctuelle qui s'est faite, parce que donc je vous ai dit, le réseau Sentinelle, c'est
une veille autour des actes suicidaires, mais c'est aussi des études, notamment ponctuelles, lorsque il y a le sujet est sélectionné par le comité du réseau, et souvent lorsqu'il y a un financement pour cette étude. Donc là, c'est l'étude Héraclès qui a permis, qui a été l'objet d'une thèse de sciences de la section épidémiologie de Mathieu Rivière, qui est soutenue en fin d'année 2018 dans une autre école doctorale. Donc, sur le contexte de ce travail, de cette étude Héraclès, c'est donc de voir à quel point, ça je pense que j'ai passé assez vite, le travail est important en termes de nombre, en termes de taux d'activité, une différence entre taux d'activité et taux d'emploi, mais avec un taux d'emploi important et une importance dans tout le cheminement, c'est un des éléments de l'identité des personnes, et on sait que c'est protecteur, travailler est protecteur pour la santé, et notamment la santé mentale. Donc globalement, quand je parle de souffrance au travail, il faut quand même voir que les personnes qui travaillent sont en meilleure santé que les personnes qui ne travaillent pas. Donc moi je vais parler de souffrance au travail, mais quand même il faut rappeler cet élément. Les personnes chômeurs sont en moins bonne santé mentale, il y a plus d'actes suicidaires auprès des chômeurs, mais je vais quand même essayer d'explorer, de parler de la souffrance au travail pour la population active, occupée. Oui. On n'avait pas les pros, en fait, ce qu'elle représente. Alors, c'est le taux d'activité en vert, là en haut, et le taux d'emploi en bleu. Et puis après, dans le temps, en fait, finalement. Donc on voit que ça augmente, et avec un différentiel aussi entre taux d'activité, taux d'emploi, puisque taux d'emploi étant les personnes actives occupées, et puis les taux d'activité incluent aussi les chômeurs. Donc, ce préambule que les personnes qui travaillent en général sont en meilleure santé que notamment mentale, puisque c'est ce dont je vais parler, que les personnes qui ne travaillent pas, mais après, on a documenté, ça vous le savez aussi, le caractère possiblement pathogène du travail, du fait de différentes évolutions dans le monde du travail, avec des nouvelles technologies, des nouveaux modes de gestion qui entraînent les contraintes sur les individus, avec l'individualisation du travail, différents nouvelles stress qui sont générés par d'autres modes de gestion, de nouvelles technologies, et avec l'impact du travail qui peut avoir un effet néfaste avec les trois grands groupes de troubles musculo-squelettiques, de maladies cardiovasculaires et de troubles de santé mentale, de troubles mentaux. Les troubles mentaux sont la première cause d'arrêt de travail et d'incapacité à long terme. C'est des données pas seulement françaises, internationales, avec parmi les troubles mentaux les plus fréquents rencontrés, les troubles anxieux, les troubles dépressifs et puis les troubles addictifs et les actes suicidaires, avec différentes conséquences économiques sur lesquelles je passe rapidement. Alors, quand on parle en quoi les troubles mentaux, le lien trouble mental et travail, évidemment, c'est un lien complexe. On ne peut pas dire le travail entraîne le trouble mental. L'Organisation mondiale de la santé a théorisé le lien en parlant de maladies liées au travail qu'elle pose comme des maladies multifactorielles qui peuvent être en partie causées par les conditions de travail défavorables ou par des expositions sur le lieu de travail. Donc en partie, notamment pour des troubles mentaux, la notion qu'il peut y avoir une vulnérabilité, et c'est bien tout l'enjeu qui va faire que du coup, il y a peu de maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles, peu de maladies psychiatriques, troubles psychiatriques qui vont être reconnues comme maladies professionnelles parce que c'est évidemment un enjeu important. Mais le lien en partie causé ou aggravé. En fait, même la phrase est un peu tronquée, c'est causé ou aggravé par les conditions de travail défavorables. Et ont également été théorisés avec les travaux de Christophe Desjours sur la psychodynamique du travail, qui va essayer qui analyse les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail, montrant des éléments de souffrance individuelle. Pourquoi, je reviens à mon sujet, à la médecine générale, pourquoi c'est une problématique en médecine générale? Alors l'idée de travailler sur ce champ est venue des remontées des médecins sentinelles qui disaient, nous,
On est un petit peu débordé par ce type de consultation. C'est pas trop quoi faire des personnes qui parlent de souffrance au travail. Il y avait assez peu de données. Et donc ça a été les objectifs de l'étude Héraclès, avec d'abord d'essayer d'établir une prévalence des cas de souffrance psychique liés au travail selon la définition de l'OMS, qui sont vus en médecine générale. Deuxièmement, essayer de voir s'il y a des facteurs psychosociaux qui sont en lien avec ces troubles mentaux, en médecine générale, et puis après, essayer de décrire les prises en charge par les médecins généralistes dans ces situations de souffrance psychique en lien avec le travail et de collaboration éventuelle avec spécialistes et médecins du travail. Voilà un peu les objectifs de l'étude Héraclès. Donc cette étude a été possible parce qu'il y a eu une saisine de l'ARS Nord-Pas-de-Calais au réseau Sentinelle, parce qu'il y a eu des collaborations avec le réseau Sentinelle d'une des personnes qui était au début à Orléans, puis après qui est allée à l'ARS Nord-Pas-de-Calais. Un comité scientifique a été constitué, donc médecins généralistes, médecins psychiatres, médecins du travail, épidémiologistes, vous voyez, assez vaste. Et on a fait une étude préliminaire auprès du réseau Sentinelle pour un petit peu adapter nos indicateurs et surtout calculer un peu un nombre de sujets nécessaires parce qu'on n'avait aucune idée de cette prévalence des personnes qui auraient un trouble, une souffrance, un trouble mental fréquent en lien avec le travail. Ça nous avait donné une prévalence proche de 20% auprès d'une étude, et on a fait notre calcul de nombre de sujets autour de ça. Finalement, on montrera que l'enquête trouve à peu près une prévalence assez proche. Donc, c'est une étude transversale auprès d'un échantillon de médecins généralistes donc de la région Nord-Pas-de-Calais. En fait, c'est l'Union régionale des professionnels de santé qui a fait un listing, qui a contacté les différents professionnels, médecins généralistes, donc 1000 médecins généralistes, en leur proposant de participer, et ils étaient rémunérés donc pour la formation pour passer un outil validé diagnostic des troubles psychiatriques, et puis ils étaient rémunérés par sujet qu'ils incluaient, par questionnaire rempli, un petit classeur rempli. Alors on leur avait donné comme consigne qu'ils incluent 24 patients au maximum et avec un recrutement dit aléatoire, c'est-à-dire que la personne qui les contactait, on établissait une grille pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, le premier patient du lundi matin, le dernier patient du mardi après-midi, voilà, pour que ce soit pas toujours les mêmes, que ce soit un peu aléatoire. L'idée, c'était qu'ils prenaient toutes les personnes de 18 à 65 ans en activité professionnelle au moins à mi-temps, qui consultaient pendant cette période, donc d'avril à août, et ils faisaient la consultation normale, et après leur consultation, à la fin de la consultation, ils prenaient un quart d'heure pour explorer cette question. Donc voilà un peu la flowchart de la participation. Donc les médecins contactés, ceux qui ont accepté de participer, ceux qui ont été formés. Bon, finalement, 131 médecins ont participé. Puis après, ceux qui ont vraiment renvoyé tous les classeurs. Et finalement, ont inclus 2019 patients pour l'étude de prévalence. Pourquoi il y en a un petit peu moins que l'étude des facteurs associés? Parce qu'en fait, il y a un médecin généraliste qui visiblement a inclus que des patients qui avaient un trouble. Donc visiblement, voilà, il n'a pas fait, on avait dit toutes les personnes, donc on ne l'a pas inclus, on ne l'a pas mis dans l'étude de la prévalence. Donc 2027. Et puis après, les patients pour lesquels ils décrivaient la prise en charge, quand ils avaient connaissance d'un trouble mental fréquent, quand il était en lien avec le travail, on leur demandait qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc, qu'est-ce qu'ils recueillaient? Donc, un diagnostic de cette souffrance psychique. Donc, on a essayé d'être un petit peu, d'aborder aussi bien la souffrance ressentie par la personne, avec la question, le médecin lui demandait comment vous vous sentez moralement et émotionnellement. Donc, et puis, très bien, voilà, il y avait une échelle avec des degrés. Où le médecin disait, il présente des troubles psychiques connus que je connais depuis un an ou que j'ai diagnostiqué ce jour. C'est cela qu'on disait diagnostiquer. Et puis sinon, avant tout cela, le médecin passait un questionnaire standardisé, le MINI, donc un questionnaire diagnostique,
validé, qui permettait d'avoir les critères diagnostiques d'épisodes dépressifs majeurs, d'anxiété généralisée, d'alcool, dépendance ou abus, ou de risque suicidaire. Je mets à peu près les échelles de temps. Donc, on faisait des éléments pour avoir le diagnostic ou ressenti ou objectivé par l'outil. Après, on posait une question sur est-ce que s'il y a souffrance psychique, est-ce que vous direz qu'elle est au moins en partie liée au travail, selon la définition, enfin ce qui avait l'expression de l'OMS. Et puis, si pour le patient, on lui demandait est-ce que c'est dû à votre travail. Voilà, on n'avait même pas mis en partie. Après, il y avait d'autres éléments sur sociodémographique, sur le travail. On essayait d'avoir un peu le secteur d'activité, catégorie socio-professionnelle. Et puis, dans les facteurs psychosociaux, on s'est basé sur le questionnaire de Golac, dont je reparlerai un petit peu, qui donne un peu les facteurs de risque psychosociaux en lien avec des troubles, notamment mentaux. Pour cette étude, comme nous étions donc, au niveau de la Nord-Pas-de-Calais, on avait aussi des éléments, d'autres données grâce à l'ARF et le répertoire, donc sur les caractéristiques des médecins, sur des données environnementales. On voulait voir s'il y avait plus de souffrance en lien avec certaines données, notamment des indicateurs de défavorisation sociale, des densités de psychiatres. On a exploré différentes données environnementales. Donc, premièrement, la prévalence en lien avec le travail. Donc, je rappelle là sur cette première diapo, finalement, qu'est-ce qu'on sait des prévalences. Donc, on sait les prévalences chez les adultes qui sont en âge de travailler, mais en général, dans les enquêtes en population générale, on ne demande pas en lien ou pas avec le travail. On connaît les prévalences des troubles mentaux fréquents grâce aux études en médecine du travail, qui ont donné différents... Voilà, donc je rappelle là, vous voyez. Et puis, on connaît aussi les prévalences en médecine générale de troubles mentaux fréquents, mais là aussi, encore une fois, pas dans ce lien au travail, comme on se proposait de le faire. Donc voilà les résultats synthétiques, c'est-à-dire que on a séparé les hommes, les femmes et puis l'ensemble. Encore une fois, c'est une personne qui vient consulter, je ne sais pas si j'ai peut-être pas dit, qui vient consulter quelle que soit la raison de la consultation. Évidemment, pas seulement s'il y avait un trouble de souffrance psychique. Ils venaient consulter pendant la période, quelle que soit et ils étaient au travail. Ils travaillaient. Donc, premièrement, c'est les prévalences des souffrances psychiques objectivées dans les catégories des troubles mentaux fréquents. Les prévalences, en deuxième, diagnostiquées par médecin généraliste, et puis la souffrance ressentie par la personne. Et donc à chaque fois, il y a la prévalence, les effectifs et la prévalence pour la population, et puis après, la ligne qui est grisée, c'est celle qui est liée au travail. Et de façon assez remarquable, on est assez proche dans les trois prévalences, c'est-à-dire qu'on est à 24% de prévalence de souffrance psychique objectivée, trouble mental fréquent chez les hommes, de 23% de souffrance psychique chez les hommes diagnostiqués par le médecin généraliste et de 20% de souffrance psychique rapportée, ressentie par les hommes en disant oui, je me sens émotionnellement ou moralement en difficulté et c'est lié à mon travail. Chez les femmes, 26%, quasiment 27%, 26,7% de prévalence objectivée, 28% de prévalence diagnostiquée et 28% de prévalence rapportée par les femmes qui viennent consulter en médecine générale. Donc, une prévalence importante, à peu près au moins un quart des personnes qui consultent en médecine générale qui rapportent une souffrance psychique et qui la lient au moins en partie, ou le médecin la lie au moins en partie au travail. Alors, après, il y a les différences entre hommes et femmes. Vous voyez, bon, ça c'est assez classique, plus de femmes, les femmes ont plus de troubles dépressifs ou troubles anxieux généralisés, et les hommes ont une prévalence de consommation d'alcool plus importante que les femmes. Également, plus de souffrances perçues par les femmes par rapport aux hommes, et plus de souffrances diagnostiquées par les médecins généralistes chez les femmes par rapport aux hommes. Donc, globalement, bon, voilà, première cette estimation, qui était assez en accord avec ce qu'on savait de la prévalence, mais le lien au travail n'avait pas été fait.
Bon, en même temps, c'est une étude donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, possible prévalence plus élevée de cette souffrance en milieu de travail, possible surestimation du fait des réponses des médecins parce qu'ils étaient intéressés, et puis ce problème de la définition, je vous ai bien dit comment on définissait le lien au travail, c'est tout à fait possible que ça soit influencé par la présence de la dépression, de l'anxiété, et que la personne a tendance à dire que c'est en lien avec le travail. Il y a des critiques à faire sur cette notion de souffrance au travail. 10 minutes, ok. Ok, oh bah alors voilà. Alors juste très rapidement, on a essayé de faire les facteurs associés. Globalement, on retrouve les différents facteurs de Golac. J'ai été un peu trop rapide, je suis désolée. Et alors, je vais passer vite sur ça. Et alors, je vais juste faire les éléments de prise en charge pour montrer que les médecins généralistes disent que donc ils essayent de faire beaucoup de choses auprès de ces troubles en lien avec le travail. Donc, ils voient les patients, ils font un soutien psychologique, ils prescrivent des psychotropes dans 82% des cas. Ils font des arrêts de travail dans 50% de ces cas de souffrance psychique en lien avec le travail. Ils travaillent dans 26% des cas avec les médecins du travail, que dans 26% des cas, peut-être avec les médecins du travail. Ils travaillent avec 40% avec des psychiatres ou des psychologues, très peu avec les urgences psychiatriques. Et on a essayé de voir un peu quels étaient les facteurs associés aux arrêts de travail, au travail avec les médecins généralistes. Globalement, quand même, il y a des facteurs dans le type de travail, dans les types de compagnies, évidemment, il y a plus d'arrêts de travail quand c'est des plus grandes compagnies que quand c'est des petites structures. Il y a aussi dans les facteurs en lien, il y a des différences selon les catégories socioprofessionnelles pour lesquelles il y a lien avec le médecin du travail. Mais j'ai peut-être, et pareil pour le psychiatre, je vais passer parce qu'il faut que tu parles la question. Et oui, donc juste peut-être dire, puisqu'il y a quelqu'un qui a mis ce travail, on va essayer de le bon, dans les perspectives, je vais quand même m'arrêter là-dessus. J'essaye de vous montrer comment les enjeux de santé mentale en médecine générale et comment la médecine générale est réceptive aussi à différents impacts de phénomènes sociétaux. Clairement, il y a des enjeux de formation, mais pas seulement, de collaboration, parce que la formation, finalement, comme disent les médecins généralistes, il faut former sur tout, ce n'est pas possible, mais par contre de collaboration autour de situations avec des spécialistes, des enjeux de prévention, et puis à développer des interventions sur par exemple, sur une souffrance en lien avec le travail en médecine générale. Et puis, globalement, cette dernière partie va y avoir bon, je ne vais peut-être pas en parler. Voilà, je reste pour les questions. Désolée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci Nathalie Belge, je suis sociologue. Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait intéressante. J'ai une question sur deux aspects de votre présentation. C'est quand vous avez évoqué les différences entre les femmes et les hommes, qui sont bien documentées, je voulais savoir quel point de vue vous aviez sur la possibilité de biais de genre dans la mesure même et dans l'appréhension même des différences, par exemple, sur les pathologies de la dépression, qui seraient en fait sous-estimées chez les hommes par rapport à ce que ça peut être chez les femmes. Et dans la même lignée, je me disais que ce serait vraiment intéressant quand vous parlez de la prise en charge aussi de voir les prises en charge différentielles entre les hommes et les femmes. Et pas en mettant le sexe dans les modèles, mais vraiment en regardant pour les tas d'hypothèses que vous connaissez bien, j'imagine, l'intérêt de séparer la population au moins entre ces deux groupes sociaux, voire plus, même si vous êtes confronté à des problèmes d'hypothèses, j'imagine. Exactement. En tout cas, comment vous connaissez ces enjeux liés au genre, aussi bien dans la définition, dans le diagnostic que dans les questions de prise en charge. Merci. Non, merci pour votre question. Vous l'ouvrez plus que je ne vais pas forcément y répondre, parce que, bien sûr, je pense qu'il y a des modalités différentes. Il
j'ai pas de conclusion sur cette donnée assez claire d'une prévalence plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes. Une des hypothèses, effectivement, c'est des troubles différents, mais c'est une hypothèse. Et puis, par contre, oui, tout à fait, je voulais aborder cela pour la prise en charge, mais c'est vrai que les effectifs nous limitent, parce que finalement, ça fait des tout petits effectifs pour les arrêts de travail, surtout. Mais on va essayer de... Question ? Moi j'en ai une, c'est à propos de la première partie sur les tentatives de suicide et le réseau Sentinelle. J'ai pas bien compris comment était la méthodologie, si c'était rétrospectif, prospectif, enfin, comment c'était identifié les personnes qui faisaient un suicide. Non, c'est évidemment quand le médecin généraliste apprend qu'il y a une tentative de suicide. C'est là qu'il doit le déclarer au réseau Sentinelle, en sachant que, en fait, ils font les indicateurs une fois à la fin de la semaine. Donc, c'est vrai qu'il y a des biais de mémoire possiblement, et clairement, on se dit, enfin, selon les chiffres, puisqu'en général, il y a 20 fois plus de tentatives de suicide que de suicide. Clairement, il y a une sous-déclaration des tentatives de suicide par les médecins généralistes, parce qu'ils oublient ou parce qu'ils ne sont pas au courant des tentatives de suicide auprès de leurs patients. Mais donc, c'est quand ils apprennent qu'ils doivent déclarer au réseau. Et donc, il y a des questionnaires spécifiques qui sont remplis à ce moment-là, c'est ça ? En fait, c'est un questionnaire, ils se connectent sur le site, sur tous les indicateurs. En fait, ils doivent tout remplir, tous les indicateurs. Est-ce qu'ils ont eu un cas de grippe cette semaine? Est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'ils ont eu une tentative de suicide? Et si c'est le cas, ils décrivent effectivement la tentative de suicide. Bon, on va écouter... Il y a une question là. Merci, bonjour, Stéphane Cabé, doctorant en épidémiologie environnementale. Vous disiez que vous attendiez peut-être une prévalence surestimée en Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi vous avez d'autres stats en France ou dans d'autres régions? Oui, alors prévalence surestimée. Non, pas surestimée, une prévalence plus élevée. Non, parce que je me suis basée aussi sur nos collègues, où il y a des indicateurs de taux d'hospitalisation pour tentative de suicide dans le Nord-Pas-Calais plus important. Il y a les quelques indicateurs qu'ils ont de troubles mentaux fréquents sont plus élevés que dans d'autres régions. Voilà. Et puis il y a d'autres éléments environnementaux aussi connus, plus de taux de chômage, plus. Voilà. Et ça peut être lié justement. On a essayé de regarder, et dans les données environnementales, finalement aucune, à part la défavorisation sociale où quand même il y a un impact, finalement elles étaient un petit peu secondaires par rapport aux données individuelles. Mais c'est pour ça qu'on allait chercher. Du coup. Docteur en psychologie du travail, du coup j'aurais une question justement, comment on pourrait faciliter cette identification des troubles qui seraient spécifiquement liés au travail, notamment dans une population qui est en plein des troubles psychiques mentaux Ouais. Alors, c'est la grande question de comment on peut dire des troubles spécifiquement liés au travail. Et je ne sais pas s'il faut aller dans ce questionnement de spécifier, parce que voilà, clairement c'est multifactoriel. Et alors si, il pourrait y avoir aucun trouble avant l'exposition, enfin selon les modèles, un peu aucun trouble avant l'exposition. Mais je crois que personne ne se hasarde dans ce type de conceptualisation de troubles spécifiquement liés au travail.